Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour cette dernière séance de la journée. En quelques mots d'introduction, donc je m'appelle Daniel Anders, je suis directeur du programme Europan. Programme Europan, c'est un concours d'urbanisme, d'architecture et de paysage dédié aux jeunes créateurs de moins de 40 ans qui débutent par des idées foisonnantes, transdisciplinaires, sur une série de sites partenaires en France, 14 pour la nouvelle session Europan 18 en cours, et qui se transforment en expérimentation. Donc c'est vraiment le cœur du programme Europan, c'est ce passage à l'acte, qu'on appelle donc du tremplin des idées à l'expérimentation territoriale. Alors cette table ronde va être dédiée justement à la question des expérimentations du bâtiment au paysage, parce que ce qu'on a rencontré dans nos dernières éditions, c'est que les expérimentations étaient des fois plus rapides dans les espaces publics ou sur les paysages que sur du patrimoine existant ou de la construction. Donc on a vraiment voulu relier la question des territoires, du paysage, de l'espace public et de la construction ou de la rénovation. Alors, pour ceux qui étaient déjà présents à la session précédente sur le programme Engagé pour la qualité du logement de demain, ces deux programmes sont conduits par le groupement d'intérêt public l'Europe des projets architecturaux et urbains, partenaire de Léonard depuis quelques années sur différents programmes de recherche ou d'expérimentation. Et cette année, comme la thématique d'Europan 18 était ressourcée, sourcé, il était évident qu'il fallait qu'on ait un partenariat entre Europan, les projets incubés par Europan et ce festival Building Beyond. Alors, vous l'aurez compris, ressourcer, ce n'est pas exactement la même conjugaison que les ressources, puisque c'est intransitif. On a supprimé le pronom juste avant, donc c'est pas se ressourcer, ça vient de l'anglicisme resourcing, donc qui a été la thématique européenne d'Europan 18. Et pour introduire la table ronde qui vient, le but c'était de supprimer le pronom personnel pour passer à l'intransitif et supprimer le se pour pas que ce soit les ressources qui soient au centre du dispositif, mais vraiment le processus à trouver pour éviter de taper dans les ressources comme un puits sans fond avec des extractions nocives et faire en sorte que le processus puisse participer à une meilleure qualité de projet. Voilà. Donc c'est la thématique d'Europan 18. Très rapidement, vous avez encore jusqu'à fin juin, 29 juin pour candidater. Pour les jeunes équipes d'architectes et d'urbanistes de moins de 40 ans, il y en a pas mal dans la salle, je vois, et qui peuvent donc postuler en équipe transdisciplinaire jusqu'au 29 juin. Et le jury se réunira pendant l'été à la rentrée pour attribuer les lauréats de la nouvelle session Europan 18. Donc il y en aura cette année plus d'une centaine en novembre de fin d'année. Voilà. Donc ça, c'est le programme. Le petit coup de pub pour Europan 18 en cours. Et maintenant, je passe la parole à un ancien lauréat d'Europan, parce que notre politique de la maison, c'est de passer la parole et pas la monopoliser quand on peut le faire, à Jacques Hippolyti pour présenter nos invités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. Donc, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être là et d'animer cette table ronde sur les secrets du recyclage urbain du bâtiment au paysage. Pour conclure cette première journée. Donc, comme l'a dit Daniel, moi j'ai un lien avec Europan parce que je suis 2 fois lauréat de ce concours. Et aujourd'hui, j'ai une suite, comme on dit dans le jargon Europan, où je fais un projet de maîtrise d'œuvre dans un site minier UNESCO à côté de Valenciennes. Donc c'est à ce titre que je suis invité. Et voilà, maintenant cette table ronde, comme le suggère le titre, en fait ça va être une table ronde transscalaire qui va s'intéresser sur le déjà là, le faire avec les situations existantes, en partant de l'échelle du territoire,
avec un projet de transformation de campus, jusqu'à zoomer aux détails de la maison et de l'entretien des joints de l'évier, en passant par des projets de réhabilitation et le projet d'inscrire la réhabilitation dans le projet de loi sur la loi sur l'architecture de 1977. Donc pour cela, ce soir, nous accueillons d'abord Dominique Chausse, qui vous êtes ancien président du Grand Besançon et chargé de l'enseignement, de la recherche et de l'innovation. Vous avez proposé le site du campus de la Boulois à Besançon pour la 14e édition du concours Europan, qui a ensuite été, et vous avez suivi ensuite les suites de l'ensemble du processus jusqu'à la réalisation, et le projet a été lauréat du prix de l'Équerre d'argent, qui récompense à la fois l'équipe de maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage, ce que je trouve très intéressant, dans la catégorie des espaces publics paysagers en 2024. Ensuite, on accueille Hugo Franck. Vous allez intervenir avec plusieurs casquettes ce soir. Vous êtes architecte, vous êtes président du syndicat de l'architecture et vous êtes aussi expert Europan. Donc on va essayer de traverser un peu ces trois casquettes pour nous parler de l'élargissement du regard que nécessite la réhabilitation, de faire la part belle et la place aux usagers et aux usages dans les processus de conception. Et ensuite, vous nous présenterez où on en est dans ce projet d'inscrire la réhabilitation dans la loi sur l'architecture. Ensuite, on a le plaisir d'accueillir Maud Cobé, de l'agence Maud Cobé Architecte à Paris. Vos travaux s'engagent depuis très longtemps dans la réhabilitation. Cela presque, j'ai l'impression, depuis le démarrage de votre agence, même à un moment où c'était peut-être moins valorisé ces questions de réhabilitation. Et là, vous avez livré la tour Racine à Nation, qui a fait beaucoup parler d'elle et de vous. Et à travers 3 projets, on va essayer de discuter et de poser un peu des contours situés des enjeux de la réhabilitation et qui sont spécifiques à chaque projet. Et enfin, on accueille Jérôme Denis. Vous êtes sociologue et chercheur au sein du Centre de sociologie et de l'innovation de l'École des Mines à Paris, que vous dirigez à présent. Vos travaux portent sur la sociologie de la technique et des sciences, et vous avez co-signé un ouvrage aussi qui a eu un grand écho auprès des architectes, que vous avez coécrit avec David Pointy, intitulé « Le soin des choses, politique de la maintenance », publié en 2022 aux éditions de la Découverte. Et vous êtes très lié à l'architecture, puisque vous débutez aussi maintenant un séminaire intitulé « Maintenance et architecture » en partenariat avec l'agence SCO. Et donc on va essayer de comprendre ensemble comment ce déplacement de l'attention à la maintenance transforme notre rapport au monde et notre façon d'y faire des projets. Voilà. Donc, pour commencer la discussion, je me tourne d'abord vers vous, Dominique Chausse. Donc, comme je l'ai dit, vous avez été maître d'ouvrage pour l'ensemble du processus du campus de la Boulois. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord nous présenter en quelques mots les enjeux de ce projet, de quoi il a été question, voilà, et qu'est-ce que ça veut dire de partir d'une situation existante pour la mettre à jour et la transformer? Très bien, merci. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour parler de ce projet de restructuration, de réhabilitation, de mise à niveau, de mise à jour du campus de la Boulois à Besançon. C'est l'un des 3 campus de la ville. Il y a un campus de centre-ville et 2 campus, disons, en périphérie proche de la ville. Le campus de Metsigny à l'ouest et le campus de la Boulois qui est au nord. Et ce campus de la Boulois, il a été conçu dans les années 60 par un grand prix de Rome, Monsieur Tournier, Raymond Tournier, je crois, son prénom, comme presque un manifeste de l'époque moderne, c'est-à-dire avec un périmètre bien clos, bien délimité, sur une hauteur de Besançon, avec une perspective de grands paysages. On domine la ville et on a surtout une vue sur les plateaux, les premiers plateaux du Doubs et du Jura. Donc cet ensemble qui compte à peu près 10 000 étudiants, c'est quand même pas rien, pratiquement
fonctionne comme presque un phalanstère, quoi. On peut y habiter, y étudier, faire de la recherche et puis faire du plein air, un peu de sport. Mais c'est un campus très beau, très beau, mais dont la beauté n'est pas réellement bien perçue, n'est pas perçue, je dirais, à la fois par les habitants et puis par les usagers. Et puis il a vieilli, un peu comme un chef-d'œuvre, une belle peinture Renaissance qui s'éternit. Et donc il faut raviver les couleurs en mettant au goût du jour, parce que les besoins ont évolué, les fonctions universitaires ont changé. On passe d'espaces de coworking aujourd'hui, c'est plus la bibliothèque d'antan, mais c'est des espaces d'e-learning. Les bâtiments ont vieilli, il y a des problèmes thermiques, des problèmes d'amiante, etc., etc. Donc il faut faire avec l'existant. Il faut recycler cet existant et le mettre au goût du jour. Et c'est le travail qu'on a demandé à Europan, puisqu'on s'est inscrit très vite dans cette démarche. Et on a bénéficié d'un large concours d'idées, enfin, on y reviendra peut-être par la suite, qui nous a permis d'avoir tout un panel de perspectives et de solutions pour aussi réinscrire ce campus dans la ville. Parce qu'au fond, c'est une enclave peu poreuse avec le reste de la ville, comme sa vie sur soi-même. Et en plus, c'est ajouté à côté de ce campus d'autres pièces urbaines, une école d'ingénieurs, une technopole, et puis un quartier d'habitat social. Et tout ça fonctionne un peu comme des poches bien autonomes. Et donc un des enjeux de l'opération campus, c'est de restructurer tout ça et de faire ville, d'organiser des liaisons pour que cette enclave eh bien, soit reliée, soit irriguée par des flux sociaux, par simplement des liaisons entre chacune de ces pièces. Et l'enjeu, c'est de faire ville, et non pas d'avoir des poches qui sont des enclaves les unes par rapport aux autres. Et donc ça, concrètement, comment ça a pris forme? Enfin, c'est des traversées qui ont relié tous les différents points attracteurs du campus. Alors, quelle a été la stratégie du maillage urbain? Alors absolument, d'abord ce campus n'avait pas de véritable centralité. Hein, donc on a, enfin, quand je dis on, c'est les équipes qui ont travaillé sur le projet, travaillé sur beaucoup les espaces publics, hein, en créant une centralité, en créant un certain nombre de circulations piétonnes, cycles, des circulations douces, en reliant aussi ce campus par un bus à haut niveau de service avec le reste de la ville. Donc il y a cette idée de désenclaver et toujours de faire avec, hein, puisque la ville on ne la déplace pas et le campus non plus, mais il faut organiser des liaisons. Il y avait aussi un enjeu de garder l'esprit des lieux, l'esprit du site qui est très très beau, et donc d'intervenir de façon subtile avec des interventions sur le paysage qui se voient, qui sont utiles, mais qui sont en même temps délicates pour ne pas, je dirais, brutaliser le site qui est très beau, qui est en pente douce, très végétal. Donc on verra des photos peut-être ultérieurement. Oui, ou peut-être qu'on peut aussi les montrer en même temps pour incarner un peu. Alors, et comme je ne vois pas ce qui se passe, peut-être on peut les projeter à l'écran en face, non? Oui. Non. C'est celle d'après. Celle d'après. Non, c'est pas ça. Pas ça non plus. Ça c'est. Voilà. Voilà. Donc là, on voit, en tout cas, on distingue les différentes pièces. À la partie ouest, c'est le campus. À l'est se prolonge par le quartier d'habitat social, et puis le grand trait jaune, enfin qui fait un
un petit tortillon, c'est le BHNS qui relie le centre-ville qui est plein sud, là, sud-est, avec le campus de la Boulois. Donc il y a bien l'idée, là, c'est de ramifier ce campus au reste de la ville et de faire en sorte qu'on ait des circulations, des liaisons. Peut-être la deuxième diapo. Voilà. Donc ça, c'est le plan guide qui est lauréat du concours. On voit un axe là qui est sur la droite, nord-est, sud-ouest, qui réalise le lien entre la technopole, l'école d'ingénieurs et le campus qui est en position centrale. C'est le rectangle foncé, et puis toute une façade sur une artère importante du territoire. Donc ça, c'est un peu la structure globale qui nous a permis de sélectionner l'équipe Altitude 35 qui a ensuite obtenu l'équerre d'argent. Et on peut peut-être revenir, enfin plutôt passer aux photos suivantes, aux diapos suivantes. Voir ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est un peu le plan guide des végétations implantées sur un sous-sol karstique qui est une donnée assez fondamentale, assez structurante du projet d'Altitude 35, donc qui a pris soin de distinguer quelles étaient les sous-couches du sol pour sélectionner les bonnes essences sur le paysage. Et on va venir à la photo suivante. Voilà, donc ces pentes douces avec des emmarchements qui sont à la fois présents, mais qui sont assez délicats dans leur expression. Et puis un cheminement piéton qui organise ces liaisons à l'intérieur du site. Et la dernière image, on va voir le jardin botanique. Non, il n'y en a plus. Bon, voilà, si. Ça, c'est une allée piétonne qui organise la liaison avec le quartier d'habitat social et le campus via ce jardin botanique qui est un peu conçu aussi comme une promenade pour les habitants. Et puis on voit là, sur l'image de gauche, ces emmarchements qui épousent et permettent aussi un déplacement facilité sur les pentes douces du campus. Donc on voit que le paysage fournit une trame et il fallait vraiment une grande subtilité pour traiter ce paysage, ne pas le heurter, et ne pas surimposer un geste inutile à cet écrin préexistant. Donc ce qu'on comprend bien dans vos propos, je trouve, c'est que recycler, enfin je ne sais pas si on peut parler de recyclage urbain, mais en tout cas transformer la ville et l'adapter, ça passe par des questions de maillage et d'aller réintégrer des fragments de ville qui ne se parlent plus à plus grande échelle et de pouvoir essayer de voir comment ils dialoguent ensemble. C'est aussi retrouver un peu une géographie, enfin discuter avec sa géographie. Mais j'imagine que c'est aussi discuter avec les acteurs en présence et donc tous ces habitants du campus et des gens autour. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que peut-être comment Europan a joué une Tout à fait, ça c'est vraiment un point extrêmement important. L'université n'a pas d'équipe à même d'organiser une maîtrise d'ouvrage, d'inventer, de concevoir un programme et de commanditer des travaux avec des équipes d'architectes, d'urbanistes. Donc le Grand Besançon s'est servi en quelque sorte, au sens noble du terme, positif du terme, d'Europan pour rentrer dans l'université un peu comme une clé, un ouvre-boîte, en disant mais on va pas faire à votre place. Vous, l'université, vous savez,
entre parenthèses, vous croyez savoir, mais vous savez ce qu'il faut faire. Entre parenthèses, ils avaient fait un inventaire des travaux à réaliser. C'était une liste de travaux sur un tableau Excel. Donc c'était plutôt un descriptif de travaux assez basique, voire sommaire, et pas du tout un programme de réhabilitation d'un campus avec tous les enjeux qu'on a évoqués. Donc on avait Europan, et on a dit à l'université, ben, écoutez, on a fait un concours d'idées, on a plein d'idées, on va vous les montrer. Et on va faire ça un peu pour rire. Hein. C'est pas ça qui va se faire, mais vous verrez, ça vous donnera des idées. Et là, on a enclenché un processus de dialogue, de discussion fructueux avec l'université. Si on y était allé brutalement en disant, écoutez, nous on sait faire, on va vous expliquer, ça n'aurait jamais marché. Et le président de l'université était assez ombrageux de ses prérogatives, mais très très loin de ses préoccupations d'espace, de définition de programme. Il était nez à nez avec ses composantes, 3, sciences éco, sciences, avec des directeurs de composantes qui savaient ce dont ils avaient besoin, ou qui croyaient savoir. Du stationnement, l'accès aux poubelles, la sécurité des bâtiments, de la thermique parce qu'ils avaient froid ou qui consommaient trop de combustible. Donc ça ne fabrique pas un programme et une qualité urbaine convaincante. Donc avec Europan, on a eu un instrument de discussion, de dialogue, et tout le monde s'est détendu. On a pu vraiment créer un climat extrêmement facile avec l'université. Et cela a fini par une convention publique-public. C'est-à-dire que le Grand Besançon, via sa SPL, a pris la maîtrise d'ouvrage déléguée de l'ensemble des travaux pour le compte de l'université, avec Altitude 35 et d'autres équipes. Et finalement, Altitude 35 a eu l'équerre d'argent. Et donc tout le monde était relativement satisfait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des difficultés. Et en tout cas, moi, je n'ai pas vécu tout le fil des opérations en phase opérationnelle. Mais disons, on est abouti à un projet de qualité qui satisfait quand même la plupart des acteurs. Merci beaucoup. C'est vrai que je trouve ça très intéressant, ce côté aussi de pouvoir ouvrir la discussion par rapport à des projets. Ce que je trouve intéressant aussi dans votre retour d'expérience, c'est qu'Europan permet aussi de discuter à partir de dessins et pas d'un programme abstrait qu'on élabore. Et donc ça, je trouve ça assez fort comme façon de déplacer aussi un peu la question et d'interroger les maîtrises d'ouvrage. Peut-être que maintenant je peux me tourner vers vous, Hugo Franck, d'abord donc dans votre qualité d'expert d'Europan, notamment sur le site de Fleurance de la dernière session du concours. C'est vrai qu'Europan a une bizarrerie un peu que peut-être vous pouvez nous expliquer un peu plus, essayer de proposer plusieurs périmètres de réflexion. Ça a l'air un peu cuisine, mais en fait c'est très important parce que souvent les maîtrises d'ouvrage arrivent avec un périmètre très précis, une question très précise, et tout le rôle d'Europan est aussi d'élargir la question de la maîtrise d'ouvrage et de l'intégrer, un peu comme ça s'est passé à la Boulois, de relier avec tous les quartiers, et d'élargir la question pour trouver peut-être la juste échelle de l'intervention. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe, cette fabrication-là? Oui, bien sûr. Daniel Andersch, on a parlé tout à l'heure en introduction, il a parlé de processus Europan. Le processus Europan est long finalement, entre le moment où une ville candidate pour faire partie d'une session Europan et où le moment où le projet où le concours est lancé, il se passe quand même plusieurs mois. Alors c'est un processus, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un processus d'introspection ou un processus de réflexivité. En tout cas, Europan pousse les candidats, pousse les experts et pousse également les maîtres d'ouvrage, enfin les porteurs de projets, à la réflexivité. Bien souvent, les projets nous sont présentés avec une idée
pas préconçue, mais souvent avec une volonté forte. Le but d'Europan, surtout de l'expertise, est de pousser à la réflexion sur ces idées préconçues. Lorsqu'une ville répond, elle passe déjà devant une première phase de sélection, devant un jury où elle expose ses motivations vis-à-vis du thème de la session en cours. Là, il lui est souvent demandé de revoir un petit peu ses demandes ou ses attentes, ou de préciser certaines choses au regard du thème porté par Europan Europe. Ensuite, l'équipe d'experts intervient et là, on essaye d'ouvrir toutes les portes. On va rencontrer les équipes sur place, on arpente les villes et les sites ensemble. Des fois, on dépasse les sites et souvent, on dépasse les sites qui sont proposés au départ pour essayer de faire dialoguer et être sûr que c'est déjà le bon site et qu'on n'a rien oublié. Donc, on peut peut-être passer la première diapo, mais je vais vous expliquer ça en images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, où il y avait 10 sites pour la session Ville Vivante 2, donc Europan 17. Moi, j'étais expert sur le site de Fleurance, dans le Gers. Fleurance, c'est une petite ville. C'est quand même la 4e ville du département. C'est une ville de 6000 habitants. Qui a un développement classique d'une petite ou d'une moyenne ville rurale, avec un centre historique qui est délaissé, une forte paupérisation, un vieillissement de la population, des bâtiments qui se délabent, qui se déclassent, une population qui se déclasse aussi en même temps que les bâtiments, bien souvent. Le problème est là. Et on peut passer la diapo suivante, je pense. Une évolution de la ville classique également, avec des faubourgs, des zones résidentielles, des zones pavillonnaires, une zone artisanale, une zone commerciale, vraiment tout ce qu'il faut pour bien vivre en dehors du centre historique. Donc le but, c'est comment on fait revivre un centre qui est délaissé, qui ne vit plus et dans lequel l'argent ne circule plus, parce que les biens ne sont plus achetés, ne sont plus rénovés, les gens ne viennent plus habiter, ne veulent plus venir habiter, les typologies à la fois d'habitation, les typologies d'équipement ne correspondent plus souvent aux attentes de ces habitants ou de ces utilisateurs. Donc là, le sujet de départ, c'était une friche existante en plein cœur historique de cette petite ville. Sur la diapo suivante, on verra peut-être mieux encore. Non, alors bon, on va repasser, peu importe, mais bon. C'est une friche qui est composée de 3 parcelles. On peut passer à la diapo d'après, on va directement parler de périmètre, c'était ça la question, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Bon. La volonté initiale du porteur de projet, donc de la ville, qui fait partie du programme Petite Ville de demain. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'il y avait des orientations de revitalisation du territoire qui étaient déjà posées dans le programme Petite Ville de demain, et dont on a pu se servir, nous, experts européens, pour aller un petit peu plus loin que la volonté initiale de la mairie, qui était simplement de réhabiliter 3 bâtiments, le 1, le 2, le 3, que vous voyez là. 3 bâtiments qui constituent une ancienne friche agricole, avec un bâtiment silo, une tour silo, un bâtiment d'entrepôt de grains et un magasin, on va l'appeler comme ça. Donc le projet, c'était celui-là, avec des programmes bien définis qui étaient des programmes culturels, des programmes de logement et des programmes associatifs. Donc en gros, comment on fait dans ces 3 bâtiments pour faire un musée cinéma, pour faire du logement et pour faire une salle pour les associations de la ville qui sont un peu à l'étroit dans leurs équipements actuels. Et donc là, la question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Très clairement, cette ville n'a pas besoin d'Europan pour lancer un appel d'offres pour réhabiliter 3 bâtiments avec un programme qui a déjà été travaillé par une équipe, par un programmiste. Quelle est notre plus-value, si ce n'est avoir des idées purement architecturales sur ces bâtiments, c'est-à-dire est-ce qu'on met le programme culturel dans le bâtiment 1 ou dans le bâtiment 3, les logements à droite, à gauche, voilà. Donc toute la question, et ce processus a duré 6 mois de discussion avec la mairie pour déjà augmenter le périmètre qui sont les bâtiments qui sont surlignés en jaune 1, 2, 3 au premier périmètre jaune qui incluait
l'espace public au droit de ces bâtiments, plus la route nationale qui est en dessous. Ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, ça a été d'augmenter radicalement le site d'études. C'est même pas le site de réflexion. On le voit sur la deuxième photo, je ne sais pas si on le voit bien. Bon, y a une ligne droite à gauche, c'est l'ancienne voie ferrée, et il y a une ligne un peu courbe à droite, c'est le Gers. Donc l'idée, c'était de proposer aux candidats un périmètre de réflexion beaucoup plus large qui inclut l'ensemble des caractéristiques de cette ville et qui inclut son histoire. C'est-à-dire, on part du Gers, donc on part du Gers pour aller jusqu'à l'infrastructure ferroviaire. Donc on a envie, avec le site au milieu, on a envie que dans les réponses architecturales, urbaines et paysagères, parce que c'est bien ça qui est attendu en général sur Europan, vous avez parlé de transcalaire, oui, c'est de réfléchir à différentes échelles et à différents degrés. Comment on convoque à la fois ce que renvoie la nature qui est encore présente avec le Gers et l'infrastructure, l'artefact qui est très visible et qui coupe, qui arrête la ville. Et autour de ça, ou à l'intérieur de ça, le centre historique et l'ensemble des faubourgs et l'ensemble des zones artisanales et commerciales d'entrée de ville classique. Donc, la question, le processus était surtout d'interroger le maire, d'interroger le directeur général des services, d'interroger le directeur de cabinet du maire, d'interroger certains élus, d'interroger certains habitants également. On a eu des retours de certaines associations également, indirectement, et d'étudier en plus l'ensemble de la politique que ce maire voulait avoir sur son mandat. Je suis trop long ? Je vais faire vite. Donc, tout le processus de mise en place du dossier d'expertise de site, grâce auquel les candidats répondent ensuite, c'est de prendre en compte à la fois les volontés du maire de manière plus globale, notamment sur des sujets de mobilité, sur des sujets de réaccès à la nature, sur des sujets de prise en compte de l'histoire de cette ville, et voilà, pour augmenter le propos et pour que les réponses in fine architecturales puissent être des réponses urbaines également à différentes échelles. Et ça, c'était le but du projet. Le projet, c'est comment la réhabilitation de quelques petits bâtiments, donc comment la réhabilitation d'une friche peut initier des changements à l'échelle urbaine, à l'échelle du quartier, puis à l'échelle de la ville. Voilà. Et ça nourrit les projets. Puis c'est vrai qu'aussi, j'ai l'impression que ça cherche à trouver inclure des sites de travaux dans des usages et auprès d'usagers un peu plus grands, de se poser la question de sur quelle trajectoire finalement ces projets vont prendre place. Et c'est vrai que quand on a préparé cette table ronde, on a longuement discuté aussi de la place des usages et des usagers, de voir comment dans la réhabilitation, en fait, il y avait cette opportunité d'avoir un déjà vécu du lieu et des pratiques déjà existantes qui permettent en fait de proposer quelque chose et de discuter énormément avec une population qui connaît intimement le site. Peut-être, est-ce que vous pouvez me dire quelques mots là-dessus, et puis comment aussi cette prise en compte de l'usager, elle permet peut-être d'interroger aussi la façon de faire un projet où on arrive, on fait quelque chose, et voilà, d'allonger peut-être des temps d'études. Oui, alors là, on passe à l'étape d'après. Mais bon, on parle du déjà là. Moi, je préfère parler des déjà là. Il y en a beaucoup des déjà là en général. Alors, qu'on construise du neuf ou qu'on réhabilite, les déjà là, on a ce contexte dans tous les cas qu'on prend en compte quand on intervient sur un projet, quand on fait des propositions à maître d'ouvrage. Les habitants, les usagers font partie du déjà là. On a des histoires, vous l'avez dit, dans ces bâtiments, surtout dans une petite ville comme ça, avec des bâtiments aussi prégnants visuellement. Il y a encore des habitants qui ont vu ces silos fonctionner. Comment dire, donc il faut faire avec ces personnes-là quand on veut redonner une identité à un territoire, quand on veut revitaliser un territoire grâce à la revitalisation ou à la réhabilitation de bâtiments que tout le monde connaît. On ne peut pas faire sans ces personnes. Le processus Europan est un processus long.
C'est vrai qu'on est content, nous architectes en général, quand on peut avoir un temps d'étude un peu plus long. Moi, je ne sais pas toi, Maud, mais moi, souvent, dans mes projets, dans les marchés publics, plus ou moins gros, on demande dans notre dossier à avoir cette phase en plus, qui n'est pas prévue au planning, de concertation ou de peut-être révision du programme ou d'adaptation du programme pour essayer d'aller plus loin. Parce que quand on a un programme qui souvent, on trouve qu'il ne colle pas au projet et qu'on pourrait aller plus loin, qu'on a d'autres choses à proposer, on aimerait avoir le temps de le proposer. Donc oui, ça devrait être une évidence. Dans chaque projet, il devrait y avoir un temps de concertation plus ou moins long. Aujourd'hui, il n'est pas prévu. Je vous ai parlé, quand on avait préparé la table ronde, très rapidement. Alors, ce n'est pas du tout dans le cadre d'Europan, là je vais parler de mon activité. Je suis intervenu pour réhabiliter un centre d'accueil pour une association, je ne sais plus comment l'appeler aujourd'hui, Fondation l'Abbé Pierre, un centre d'accueil pour personnes démunies. Il y avait un programme, il y avait un bâtiment, il y avait un budget, très bien. Sauf que moi j'ai demandé à rencontrer les gens. Et j'ai forcé pour avoir 1 mois et demi de plus dans les études. C'est un petit projet, des petits projets à 1 million d'euros de réhabilitation. Mais bon, même là, c'est important. Il faut faire avec les gens. J'ai exigé gentiment, ça m'a été accordé. Tous les mercredis à 14h pendant 1 mois et demi, il y avait réunion, on était là, mon équipe et moi, et on rencontrait les gens. On a rencontré le personnel, les acteurs sociaux, les dirigeants, les bénévoles et surtout les accueillis. On a rencontré les SDF, on a rencontré les gens qui sont à la rue, on leur a présenté les plans. Et le projet, au final, qui est sorti, n'est absolument pas, même en termes de programmation, le projet que le maître d'ouvrage avait initié. Et un bâtiment comme ça, que j'ai réhabilité alors qu'il avait été réhabilité simplement 10 ans avant. Moi, je vois que 1 an et demi après, ce bâtiment est bien utilisé, il n'y a aucune dégradation, des communautés qui ne se parlent pas se parlent, des femmes seules osent venir dans ce lieu avec leurs enfants. C'est un lieu qui fonctionne. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais s'il n'y avait pas eu cette phase de concertation, de discussion avec ces personnes, c'est certainement un projet qui n'aurait pas fonctionné. D'accord, merci beaucoup. Et peut-être, voilà, maintenant qu'on est rentré aussi dans l'échelle du bâtiment, j'en profite peut-être pour sauter sur votre autre casquette de président du syndicat de l'architecture, avec qui vous portez donc ce projet d'inscrire la réhabilitation dans la loi sur l'architecture de 1977. Donc peut-être aussi de simplement nous partager quels sont les enjeux en fait d'inscrire la réhabilitation dans cette loi et qu'est-ce que ça doit changer à terme et où on en est un peu de cette démarche. Oui. Vaste sujet. Rapide. Oui, rapide. Très rapide. Moi j'ai initié ce projet il y a un peu plus de 2 ans et j'ai cherché pendant 2 ans des moyens d'aller plus loin. Il s'est trouvé que j'ai été invité pour une audition au Sénat sur un autre sujet. Et j'en ai profité pour faire cette proposition d'inscrire la réhabilitation dans la loi. Alors pourquoi ? C'est pas pour revendiquer une nouvelle obligation d'architecte sur les projets, c'est pas ça. C'est pour convoquer très rapidement un changement de paradigme sans mettre en opposition la réhabilitation et la construction neuve. C'est de dire déjà, quand on peut réhabiliter, on réhabilite. On ne démolit pas pour reconstruire. Les matériaux coûtent de plus en plus cher. Les matériaux sont de plus en plus chers et introuvables, à force de guerre et de sujets géopolitiques. Bref, voilà, l'idée principale, c'est celle-là. C'est de dire que la réhabilitation, c'est aussi un acte architectural d'intérêt public au même titre que la construction neuve. Et c'est pour essayer de dépasser cette vision qu'on a des architectes et de l'architecture qui sont là que, apparemment, pour certaines personnes, pour créer du beau. Non, on n'est pas là pour créer et pour dessiner des façades, on est là pour questionner des usages, pour questionner des matériaux,
pour questionner la durabilité d'un bâtiment. Et Europan est une bonne formule pour questionner la durabilité d'une opération. Quand on met en concert l'histoire, le paysage, les mobilités, l'urbanité, les habitants, les questions de matérialité, les questions de réemploi, on arrive à faire un projet qui est durable parce qu'il est, un, accepté, deux, il va tenir longtemps, et deux, on intervient souvent sur des bâtiments qui sont déjà là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, quand on reconstruit bien souvent de bien plus mauvaise qualité que les bâtiments sur lesquels on intervient. Donc mettons notre énergie sur la manière de questionner les usages dans ces bâtiments. Et c'est bien ça le sujet, c'est de remettre la question de l'usage au centre du débat architectural. La question centrale, elle est là. Et ce projet d'inscrire la réhabilitation dans la loi, c'est aussi pour convoquer d'autres choses, pour convoquer au niveau de l'enseignement le fait que les architectes doivent être formés le plus tôt possible à la réhabilitation, le plus tôt possible à la matérialité, le plus tôt possible à des questions techniques, le plus tôt possible au diagnostic. La question du diagnostic est primordiale dans notre métier. Et voilà, c'est un projet ambitieux, mais qui a été voté à l'unanimité au Sénat il y a quelques mois, et on attend la date à l'Assemblée nationale. Donc on est content. Merci beaucoup. Voilà, peut-être maintenant on est rentré à l'échelle du bâtiment et qu'on se pose des questions de sa transformation, comment on interagit sur cette réalité physique bâtie. Je me tourne vers vous, Maud Cobé, où vous vous êtes lancé, comme je disais tout à l'heure, très tôt dans la réhabilitation, notamment dans la transformation de bureaux aussi, qui était peut-être pas forcément aussi valorisée qu'aujourd'hui. Et donc, je me demande d'où vient cet intérêt pour la réhabilitation et d'essayer de l'incarner à travers 3 projets que vous avez choisis. Quand on a préparé cette rencontre, on s'est dit que c'était bien de situer des projets et d'avoir des exemples assez concrets. Donc, je vous laisse nous présenter. Merci. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, Hugo, sur la nécessité de rénovation. Donc, moi, je suis architecte de formation, 18 ans que je suis DPLG. Maintenant, c'est HMO. Et donc, quand je suis sortie de l'école, après avoir un peu remis en question la façon dont on enseignait, j'ai fait 3 écoles. À chaque fois, je changeais d'école parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait un dogme sur une façon de... Il y avait l'école de Belleville qui prenait l'architecture de Le Corbusier, pour ceux qui le connaissent. Il y avait l'école de la Villette qui était... Bon, bref, tout ça pour dire que quand vous cherchez à être étudiant en école d'architecture, vous avez plusieurs écoles. Et quand vous êtes lycéen, vous sortez d'école, en fait, vous ne savez pas du tout... vous savez pas, en fait. Donc, 2 ans, je raconte juste ça parce que c'est intéressant, le retour d'expérience. 2 ans à l'école d'architecture de Paris, les Beaux-Arts. Donc, on a appris à dessiner des croquis du nu, c'était magnifique. Ensuite, je suis partie à Stockholm pour aller voir un peu le grand paysage et m'inspirer de la nature. Et puis ensuite, j'ai fini à l'école d'architecture de Paris-La Villette, où c'était un peu la grande fac, où tu avais des catalogues et tu questionnais les différentes échelles. Parce qu'il y a 20 ans, il fallait être architecte, il fallait travailler des grandes échelles. Et puis ensuite, vous aviez les designers et les architectes d'intérieur qui s'intéressaient à la petite échelle. Et puis vous avez à la fin les décorateurs qui décoraient les espaces. Et c'est très français d'avoir ces boîtes. Et après l'école, je suis allée faire 2 ans d'indépendance chez des designers parisiens, dont André Poutman, qui m'a appris ce soin du détail, ces matériaux qu'on n'apprenait pas à l'école d'archi. On n'apprenait que le bois, le béton et le verre à l'époque. Il n'y avait pas la notion de matière telle qu'on l'apprend maintenant dans les enseignements supérieurs. Et donc ensuite, j'ai ouvert mon agence d'architecture qui a comme vocation de casser toutes ces échelles et de partir de l'homme et de partir de l'usage et de travailler l'échelle de la sphère intime, les espèces d'espace, pour reprendre Pérec, la pièce qui constitue ensuite un immeuble qui constitue un morceau de rue, un morceau de ville, etc., etc. Et ce que je trouve fondamental dans la démarche de l'architecte, pour moi c'est un des plus hauts métiers du monde, c'est cette nécessité de dézoomer et de faire tout le temps le zoom entre le macro et le micro. Et pour ce faire, il me semble important de questionner à chaque fois la question d'échelle et donc la matière. Et quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je suis tombée par hasard dans la rénovation d'immeubles de bureaux. Donc c'était il y a 15 ans. À l'époque, la rénovation, c'était absolument pas la mode. Je voulais dessiner des espaces à l'intérieur des bâtiments. Et donc on m'a très rapidement mis une étiquette de décoratrice. Forcément, t'es nana, t'es architecte, tu fous de la terre, t'es décorateur. Bon.
Alors même que Charlotte Perriand, Jean Prouvé, Le Corbusier, et des grands designers, architectes du monde entier travaillent ces différentes espèces-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'avais des copains archi qui, eux, répondent à des... Alors, j'ai essayé Europan, je n'ai pas gagné, mais enfin, c'est pas très grave. Mais c'était vachement bien. Et donc, tout ça pour dire que la discipline, elle, elle a évolué maintenant, puisque à l'époque, mes copains archi boudaient, la maîtrise d'âge privé, et surtout boudaient la rénovation. C'était nul. Il fallait faire des équipements publics. Alors évidemment, j'aurais adoré construire des équipements publics, des écoles, etc. Et donc, pendant des années, on a restructuré, on a rénové. Et puis, à force, les maîtres d'ouvrage, ils me disent, bon, Mamo, tu vas nous dessiner, rénover. Donc, tu as partir du déjà là. Et donc, on avait la contrainte de cet espace qui existe déjà, la hauteur sous plafond, la hauteur libre, la trame, l'épaisseur du bâtiment, etc. Et au fur et à mesure, en tant qu'architecte, je les ai challengés sur le fait qu'il fallait aussi peut-être qu'on aille densifier, verticaliser, s'intéresser aux extérieurs. Donc, on allait un petit peu, de manière un peu fine et opportuniste, sortir un peu les usages vers l'extérieur. Et donc, depuis 20 ans, on rénove et on restructure des immeubles, on les transforme. Et dans cette mécanique-là, de bureau, on est passé à la transformation du bureau au logement. Maintenant, on étudie de plus en plus la réversibilité et la notion de restructuration est l'essentiel. Ça, c'était mon parcours pour dire que c'était important de réinterroger la pratique. Donc, contente maintenant de savoir que le déjà là, c'est bien, c'est cool au bout de 20 ans. Ça, c'est quelques petits dessins qu'on a fait faire dans le cadre de Unition. Pour ceux qui ne connaissent pas, et je suis très contente parce que le syndicat de l'architecture a regroupé ce mouvement Unisson. Alors, il y a plein de mouvements qui sont super. Celui-là en est un. Unisson vers une architecture bas carbone et autour du vivant. C'est comment on peut, nous, tous ensemble, architectes, maîtres d'ouvrage, artisans, fabricants, entreprises, promoteurs, élus, travailler de manière plus horizontale pour casser les codes et donc faire cette révolution autour du déjà là. L'objectif, c'est de rendre la planète plus habitable. Il semblerait qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore mal logés. Et en même temps, comment on peut retrouver cet équilibre avec la soutenabilité, comment on peut faire en sorte de travailler cette ressource. Alors le mot recyclage, c'est un peu triste. Moi, j'aime bien dire plutôt, voilà, on va organiser la matière. Déjà. Je propose d'avancer les slides rapidement, comme ça sera dynamique. Donc, pour ce faire, on a des dessins qu'on a imaginés pour le court-métrage d'Unisson, avec en tant qu'architecte, on va auditer le diagnostic du bâtiment. Tu le disais tout à l'heure, c'est essentiel. Quel bâtiment, quelle trame, et comment on va faire en sorte que chaque mètre carré peut être réversible. Un immeuble de bureau peut devenir logement et vice-versa. Haussmann l'avait compris, puisqu'il n'y a pas plus réversible qu'un immeuble haussmannien. Comment on va utiliser cette fameuse espace partagé, c'est-à-dire qu'ici, on a un espace, un tiers-lieu qui est de conférences, on peut avoir un espace de travail, ça peut être un espace où on peut déjeuner, etc. Et comment on va intensifier les usages et aussi enclencher la notion d'esthétisme. Pour le coup, je pense que la part de l'architecte a une responsabilité dans l'esthétisme de la ville, et que malheureusement, avec l'ingénierie qui monte en puissance et les réglementations environnementales qui sont essentielles, l'architecte doit être au cœur du projet et doit continuer à orchestrer, à mettre en musique. Donc la notion de beauté, elle est essentielle. Si un immeuble est beau, il est désirable, il est habité et donc il est pérenne. On pourra faire un bâtiment extrêmement écologique, s'il n'est pas sexy, ça ne sert à rien. Donc il y a aussi cette notion quand même de beauté qui me paraît importante. Si on passe à la prochaine. Donc ensuite, pour la notion de déjà là, quand on fait cette audit sur le bâtiment existant, de quel bâtiment on parle, si on passe à la prochaine. Donc par exemple ici, on est sur un sujet que j'ai eu la chance de rénover et dont on a fait pas mal de communication à Paris dans le 12e. Donc c'était l'ancien siège de l'Office national des forêts, bâtiment brutaliste des années 60 qui a été construit par De Viguier à Paris. Et donc, cette typologie de bâtiment est très contrainte. C'est une petite tour IGH, immeuble de grande hauteur, avec cette particularité d'avoir cette façade composée de béton, très modulaire, puisque finalement, ça peut loger plusieurs programmes, des habitations, du logement, un centre de formation, etc. Donc, intrinsèquement, la façade est réversible. La typologie du bâtiment, elle est assez exceptionnelle. C'est un cylindre, c'est un fût posé sur des éléments en béton et c'est composé autour d'un jardin qui a des formes très organiques. Donc c'est un esprit de terrasse. Et donc on reprend l'idée du coquillage très organique qui avait été imaginé à l'époque par l'architecte assez brillant. Même les ascenseurs étaient en œil de Mickey. Là, c'est assez rigolo. Et vous avez l'escalier central, etc. Donc c'est une forme qui a toujours inspiré beaucoup d'architectes, le rond. Et si on passe à la prochaine, donc elle a des formes très contraintes. Donc on a analysé, scanné le bâtiment verticalement et on s'est rendu compte, évidemment, on avait fait des visites de site, que cette tour, elle avait une partie émergée, une partie immersive, où à l'intérieur cachée, dans les sous-sols, on avait 5 niveaux de sous-sol qui étaient
inexploité, puisqu'on sait qu'à Paris, les sous-sols, les parkings sont de moins en moins utilisés par les utilisateurs. Donc on a réinvesti 2 niveaux de parking, donc vous voyez le niveau de la terre, -1, -2, et sur ces -1, -2, on est venu créer un grand vide, un grand patio. Donc on a démoli la surface, donc on peut encore démolir, c'est pas un gros mot, mais on va démolir moins qu'avant. Disons qu'avant on démolissait, on construisait, maintenant on va me dire qu'on garde et on démolit un petit peu, il faut inverser les paradigmes. Et donc on va venir habiter ces anciens sous-sols de parking pour des espaces nobles. Première intervention. Deuxième intervention, on va s'intéresser à la trame du bâtiment, ce cylindre, et on va regarder si on peut rendre réversible le bâtiment de bureau en logement et vice-versa, pour qu'à terme, tout ou partie du programme soit cette ville verticale qu'on aimerait avoir avec un espace comme à Haussmann, un étage de bureau, un étage de logement, etc. Comme il existe beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, etc. En France, la réglementation avec la flemme administrative ne le permet moins, mais techniquement, c'est tout à fait possible. Et puis, on va s'intéresser au dernier étage, la TIC, cette fameuse 5e façade qui était inhabitée, et on est venu créer un grand verre, une grande serre, vous allez voir dans les prochaines slides, qui vient loger des végétaux. Donc là, c'est un petit plan qu'on a imaginé. Vous avez la circulation horizontale commune, la partie centrale, et ça va desservir différentes espèces d'espaces. Donc là, on a posé le trait, évidemment. Actuellement, la tour a été rachetée par l'OPCO, l'organisme de formation d'État, mais demain, ils peuvent louer et vous vendre une partie de la tour et la consacrer à du logement. Si on passe à la prochaine. Donc ici, vous avez le dernier étage avec la serre que nous avons pu construire au dernier étage, avec une espèce de cafétéria. Tout ça pour dire que la rénovation, elle doit aussi s'accomplir parfois de générosité. Et là, en l'occurrence, on voulait créer un jardin suspendu pour que les utilisateurs de la tour, les usagers, les habitants, puissent aller au dernier étage, profiter d'un jardin suspendu et avoir surtout la vue sur tout Paris. Alors qu'à l'époque, tu avais de locaux techniques. Si on passe à la prochaine. Voilà, donc là, c'est la fameuse... le résultat de cette rénovation qui a demandé beaucoup d'énergie, une coopération avec la ville de Paris, les architectes des bâtiments de France qui nous ont suivis, la commission du Vieux-Paris qui ne nous a pas suivis. On a eu un no-go de la commission du Vieux-Paris, donc là, c'est toujours pareil, c'est jusqu'où on peut poursuivre l'histoire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, etc. Le patrimoine, c'est pas facile, parfois. Et puis voilà pour cette première partie. Ensuite, on va passer à une nouvelle proposition sur un projet beaucoup plus simple. Donc là, on n'a pas toujours ce bonheur de travailler sur des bâtiments exceptionnels. Là, on est sur une architecture plus banale de l'après-guerre mondiale. C'est une ancienne maternité à Levallois-Perret qui existe encore, qui fonctionne encore. Beaucoup de mamans accouchent encore sur place. Et le client nous a demandé d'étudier une faisabilité pour transformer cette maternité en résidence senior ou résidence étudiante. Donc on a à gauche le bâtiment avec la circulation autour de la circulation de l'escalier, excusez-moi, les chambres où les femmes accouchent, et à droite la transformation que nous avons rendue possible. Donc on se rend compte que la trame, elle se prête parfaitement à la transformation. Qui plus est, vous avez dans le bilan des promoteurs ou des maîtres d'ouvrage une perte en ligne sur les circulations, puisque vous avez beaucoup d'espace perdu. Et le sujet souvent financier de la rénovation, c'est que qu'est-ce qu'on fait des surfaces qui sont en second jour? À nous d'être malins et d'essayer de proposer des nouveaux usages à l'intérieur des bâtiments. Et donc en élévation, si vous passez à la prochaine, donc vous avez la proposition du bâtiment et le bâtiment sur lequel nous travaillons en permis de construire, où là, vous voyez, le bâtiment, il a été prolongé de 2 étages en plus. Donc on va rajouter une surélévation en bois, l'habiller de pierre, et on va créer des grands balcons pour permettre des usages et donc activer un lieu beaucoup plus vivant, puisque à l'époque, il n'y avait pas de balcon sur ces espaces-là. Et enfin... Voilà, donc là, c'est le projet avec la nouvelle transformation. Donc le bâtiment, il est gardé en l'état et il est augmenté. Au niveau du projet, dans le bilan, je parle toujours de bilan parce que c'est comme notre quotidien, les architectes arrivent à convaincre les maîtres d'ouvrage que l'opération peut se faire. On est à 10% de plus que si on avait démoli. On a fait l'étude de faisabilité, on démolit, on reconstruit, une étude, celle-ci où on surélève. Et dans le bilan, on a certes 10% d'augmentation de travaux, mais on gagne du temps. On n'a pas de recours des voisins, et surtout le bilan carbone, ça peut intéresser quand même certaines personnes, c'est-à-dire que tu gardes le carbone qui existe déjà, puisqu'on a dépensé beaucoup d'énergie avec ce béton, gardons-le. Donc en termes de bilan, je dirais il est largement positif dans le long terme.
Et pour finir, une dernière rénovation sur laquelle nous travaillons actuellement. Donc, on parlait tout à l'heure de climat, d'endroits où, en fonction de là où vous êtes, vous avez une attitude différente. Si vous rénovez à Paris, à Montpellier ou à Lyon, par exemple, ici, nous sommes sur un actif qui est un ancien silo des parkings à la Pardieu. Donc, vous reconnaissez l'esprit Pardieu avec le socle en béton, qui étaient des anciens parkings et un restaurant d'entreprise au premier étage et au deuxième étage. Et donc là, on va garder une partie de l'infrastructure et on va reconstruire un nouveau bâtiment qui est... donc là, c'est la vue de face, mais on a gardé la forme du projet. Et là, donc, on garde l'idée du socle en béton et on va construire avec des planchers en béton bas carbone et on va essayer de créer une nouvelle esthétique autour de la terre crue, puisqu'on sait qu'à Lyon, c'est une ville qui, historiquement, un territoire qui utilise énormément la terre crue. Je rappelle que 30% du territoire français a été construit en terre, nos bâtiments ont été construits en terre. Donc on ne réinvente pas l'eau chaude, on redécouvre ce matériau qui est bas carbone, qui est déjà là, qui permet le déphasage thermique et qui permet aussi de transformer, de moderniser et de recréer une écriture nouvelle autour des matériaux biosourcés. Et ça, je trouve, c'est très intéressant dans votre travail, c'est qu'aussi, voilà, vous intervenez beaucoup sur des patrimoines après-guerre qui sont quand même souvent mal aimés dans l'imaginaire général. Même là, les exemples de photos que vous montrez au début des projets sont, voilà, je pense, incarnent bien ça. Et vous, avec ce changement vous avez cet acte très fort de changer le visage du bâtiment. Et donc, voilà, je me demandais, c'est en même temps une attitude de redonner à voir ce patrimoine et de montrer toutes ses qualités de trame, d'adaptabilité, et en même temps une attitude très volontariste sur la transformation de ce visage. Comment vous travaillez un peu là-dedans? Jusqu'où vous allez? Est-ce qu'il y a une limite dans la transformation? Je pense qu'il faut être humble en fonction des projets. La Tour Racine, on avait envie, et le cahier des charges, c'était de transformer le moins possible de l'extérieur. La ville de Paris nous a dit, on veut garder la taille de guêpe de cette tour, on veut garder ces jardins, donc vous intervenez, on est intervenu en sous-sol justement parce qu'on fallait créer de la surface en plus, mais il fallait qu'elle soit cachée. Donc là, on a une attitude très humble. Après, quand vous voyez le bâtiment, les deux derniers bâtiments que je vous ai présentés, je pense qu'on peut effectivement être plus interventionniste. Donc tout dépend, c'est au cas par cas. Et parfois, vous avez des bâtiments qui nécessitent simplement un petit éclair en plus. Parfois, on travaille que l'intérieur. Et parfois, effectivement, il faut, typiquement, le dernier projet que je vous ai présenté, le déphasage thermique, il est très important si vous avez des façades qui sont très épaisses. Et l'épaisseur, c'est un peu l'antithèse de ce que nos anciens ont travaillé, en tout cas la génération d'avant, nos professeurs qui travaillaient des façades en verre extrêmement fines. On a tendance à, contrairement à ce qu'on pense, rajouter de la matière au bon endroit. Et pour ma part, je pense qu'il faut rajouter cette matière en façade pour créer ce fameux déphasage thermique. Et on sait qu'à terme, les vrais sujets climatiques, ce seront de gérer les conforts d'été. Lyon, ça sera... température d'Alger, Paris, ça sera... Donc, va falloir qu'on se tienne à cela. Donc, des façades épaisses et des balcons pour créer des protections solaires. D'accord, merci beaucoup. Et donc, j'en profite pour passer à notre dernier intervenant, Jérôme Denis. Donc, comme je vous ai introduit, vous travaillez sur la sociologie des techniques et des sciences. Vous avez publié donc cet ouvrage très important sur le soin des choses et les politiques de la maintenance, dans lequel vous proposez en fait de faire un pas de côté, donc peut-être encore une étape supplémentaire dans cette idée de faire à partir du déjà là et de faire durer les choses le plus longtemps possible, même peut-être de quitter d'interroger la rénovation et la transformation pour rentrer dans la longue durée. Dans votre introduction du livre, il y a cette très jolie fiction un peu du quotidien où vous accueillez d'abord un réparateur de radiateurs, ensuite un réparateur de vélos. Vous voyez la ville se rénover jusqu'au pull troué des enfants. Et donc aussi, je me demandais un peu comment ce thème s'est imposé dans votre travail. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez des expériences du quotidien, puisque j'ai l'impression qu'avant, vous ne travailliez pas exactement sur ça. Et donc, comment c'est venu cette attention que vous appelez aussi dans votre travail, ce décentrement de l'attention sur ces petites choses du quotidien? Alors, c'est pas en fait les choses du quotidien, c'est l'introduction du livre, mais on l'a découvert en faisant une longue ethnographie sur la signalétique du métro. Donc, on s'intéressait à comment est-ce que la signalétique du métro a été inventée, designée, organisée.
avec mon collègue David Ponty. Et en finissant l'enquête, en étant persuadé que tout ça fonctionnait parce qu'il y avait une belle charte graphique, tout était standardisé et ne bougeait pas, on nous a dit, est-ce que vous êtes allé voir les gars de la maintenance? Voilà. Et on a dit non, mais on va y aller. Et on a à peu près mis par terre tout ce qu'on avait comme résultats principaux, en découvrant que si tout tenait et que tout était pareil et que tout restait le même, entre guillemets, parce que je suis bien d'accord avec la dernière slide qui a été présentée, la question c'est que tout se transforme tout le temps, c'est que des gens s'en occupaient. Et que des gens s'en occupaient en remplaçant les panneaux, en les surveillant, en prêtant attention, en faisant des diagnostics. Et participer à une forme de maintenance, mais qui n'est jamais un statu quo et qui est toujours plutôt un accompagnement de transformation de la matière. Il y a des connexions très très fortes avec tout ce qui vient d'être dit. Enfin, c'est bien pour ça qu'on est tous là ensemble, j'imagine. Et qui sont... Alors après, notre pari, c'est de dire qu'il y a un enjeu anthropologique qui a été un peu oublié dans les histoires de la technique, pour le dire très vite, et des rapports entre les êtres humains et les objets techniques. Qu'on a parlé de l'homo faber tout le temps, par exemple en architecture aussi, en oubliant l'homo ténéo, c'est-à-dire celui qui depuis toujours s'occupe aussi de faire durer, non pas pour toujours et non pas exactement de la même manière, mais des choses qui ont déjà été fabriquées. Alors il y a tout un débat sur le déjà là et l'existant. Bon, j'ai une grande préférence pour la notion d'existant, qui est un terme qui déjà parle d'une transformation, parce que exister, c'est se transformer, être déjà là, bon, mais c'est un débat en architecture aussi. Je commence à comprendre un peu les décryptages des termes en architecture. Et justement, est-ce que vous vous attendiez à avoir un tel écho dans la communauté architecturale avec votre livre, ou ça a été étonnant pour vous Non, alors oui, parce qu'il y a eu une grosse erreur, c'est qu'on a eu le prix de l'Académie d'architecture. On leur a dit qu'ils s'étaient trompés, hein, mais ils nous l'ont quand même donné. Mais en fait, alors ce qui est encore plus étonnant d'ailleurs, c'est d'avoir l'Académie d'architecture d'un côté et je sais pas, encore heureux de l'autre, quoi, qui sont pas tout à fait le même monde de l'architecture. C'est une grande surprise, évidemment, et en même temps, la manière dont on nous a expliqué plusieurs choses, et notamment dans les écoles d'architecture et ce que ça a fait aux étudiants d'architecture, on nous a raconté quelque chose qu'on a trouvé très intéressant, c'est qu'il y avait une espèce de... Bon, c'est pas facile d'être étudiant en architecture aujourd'hui, hein, c'est pas facile d'être architecte aujourd'hui, c'est un métier qui se transforme profondément, qui pour plein d'acteurs, se demande s'il faut ou pas continuer, de quelle manière. Évidemment, tous ces projets-là de réhabilitation, de rénovation, se commencent à redonner un sens particulier. On n'invente pas non plus ces pratiques-là, évidemment, mais c'est pas simple. Il y a une énorme inquiétude chez les étudiants architectes, et notamment, on nous avait dit tout simplement que les lectures intéressantes, mais en partie discutables, sur les appels aux reconnexions au vivant, pour le dire vite et citer personne, avaient tendance à paralyser complètement les élèves et les étudiants en architecture, avec cette idée, ok, on ne peut plus rien faire, en fait. Et que le bouquin, le nôtre, a été une prise pour déjà faire une connexion entre ce qui est de l'ordre du patrimoine, ce qui est de l'ordre de la réhabilitation, on cite quelques enjeux enfin voilà, évidemment on parle par exemple du débat entre Viollet-le-Duc et Ruskin. Dans Ruskin ou dans Maurice, il y a quand même des choses qui sont de l'inspiration possible pour faire l'architecture aujourd'hui. On cite aussi Rotor, évidemment, tous ces acteurs-là qui ont assez tôt pensé des choses dans des termes qui sont moins paralysant et moins déprimant aussi que des formes de panique très complexes à attraper, et qui ont en plus tendance à nier le fait que les êtres humains habitent sur Terre en fabriquant quand même des choses et pas simplement en se connectant au vivant sans artefacts, quoi. Mais c'est vrai que cette question de la maintenance, j'ai l'impression qu'elle pose la question d'un temps long et des pratiques des gens qui maintiennent, mais d'un temps long. Comment, vous parlez des écoles d'architecture, comment voilà, la maintenance, elle fait évoluer peut-être la notion de projet que nous, on lance tout le temps en tant qu'architecte. Voilà, comment maintenir, c'est aussi transformer... Il y a plein de pistes possibles de réflexion, et je vous invite toutes et tous à venir nous rejoindre au séminaire. Sonia Samadi est là. Parce qu'effectivement, l'idée aussi, c'est que c'est une réflexion sans doute à avoir collectivement. Qu'est-ce que les architectes et l'architecture peuvent apprendre des pratiques de maintenance et des activités de maintenance, les plus anodines, jusqu'à celles qui les elles pratiquent elles-mêmes, en fait.
cette idée de faire durer. C'est en fait, c'est à la fois un temps long et un temps très très court là maintenant. C'est un présent permanent, il faut toujours le refaire. Il y a une artiste qui est sur la couverture de livres en français qui est Mirle Laderman-Jokeles qui raconte ça très bien. Une de ses performances, elle nettoie les marches pendant 8 heures. Personne ne la regarde. Les spectateurs du, je ne sais plus si c'est le Whitney Museum ou passe, remontent, descendent et la voient pas, la comprennent pas. Et elle fait, elle refait, elle refait. Et elle explique c'est ça là maintenant, c'est refaire sans arrêt. C'est sa fameuse phrase « Qui va ramasser les poubelles lundi matin après la Révolution ?» C'est ça son geste principal, en faisant en plus une réflexion sur le genre et sur les conditions partagées entre les gros tatoués de la ville de la propreté de New York et les femmes au foyer. Et il y a plusieurs pistes de la question. Enfin, la question du projet, elle est effectivement, il y a plein de pistes possibles. Il y a évidemment cette question de la réhabilitation et de tous les enjeux différents et toujours situés de qu'est-ce qu'on fait quand on veut ou faire avec quelque chose dont on nous dit qu'il faut le faire durer d'une manière particulière en le transformant systématiquement. Et parfois, c'est une petite touche et parfois, c'est des grandes touches. Et c'est une question située, très proche de la question du soin. Hein, c'est une éthique située. Et parfois, alors il y a cet enjeu-là qui est important, mais il y a un autre enjeu qui est aussi résister au pli de la démolition. Enfin, là, tous les mouvements aujourd'hui qui existent, l'inscription de la réhabilitation dans la loi, le travail d'House Europe sur l'initiative citoyenne européenne sont des moyens de dire attention, l'idée que la création n'est que reposer sur la destruction, ce que Pierre Caille a très bien discuté dans ses travaux, est une idée discutable et à remettre en cause sur un temps plus long. Mais il y a aussi qu'est-ce que savent les mainteneurs, et qui sont des formes d'usagers un peu spécifiques des bâtiments, mais qui sont des usagers des bâtiments. Qu'est-ce qu'ils savent de nos bâtiments ? Comment nos bâtiments évoluent ? Et donc, quel est le type de présence qu'on peut avoir en tant qu'architecte dans un projet ? Quelles sont les responsabilités partagées qu'on peut avoir et les discussions qu'on a pu avoir déjà sur nos premières séances de séminaire sont de cet ordre-là, c'est-à-dire, par exemple, discutons aussi avec les assureurs, qu'est-ce que fait la décennale à cette responsabilité, irresponsabilité de ce qui arrive au bâtiment à 10 jours, à 10 ans, plus un jour, par exemple. Qu'est-ce qui se passe aussi dans la discussion qu'il peut y avoir, dans les transformations possibles, c'est-à-dire comment les bâtiments continuent d'évoluer, et est-ce que les architectes font ou pas partie de cette histoire-là, à quel titre ? Dans responsabilité, il y a deux versions. Il y a une responsabilité un peu octoriale et un peu, on en connaît, hein, qui viennent et qui enlèvent toute trace d'usage dans des bâtiments très connus, en disant tout ça c'est des foutaises, il faut que le truc reste exactement comme j'ai dit qu'il devienne, tout en s'intéressant pas aux vraies pratiques de maintenance. Et puis au contraire, des gens qui peuvent accompagner ça d'une manière plutôt... Donna Haraway transforme l'idée de responsabilité en responsibility, c'est-à-dire en la capacité de réponse qu'on peut donner à ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que l'existant est intéressant, parce que le déjà là, on peut faire avec et puis on fait quelque chose, mais l'existant, c'est un truc qui continue, donc on participe à l'existence, mais l'existence va continuer. Donc c'est un rapport un peu particulier qui aussi sans doute invite à des alliances un peu nouvelles et un peu à des interdisciplinarités, à des questions qui sont à la fois des questions légales, des questions de normes, des questions d'assurance, des questions très techniques qu'il faut se poser avec le CSTB, etc. Cette idée, par exemple, quelque chose a déjà fait la preuve qu'il tient bien, mais que si on le repassait à la norme de maintenant, il tiendrait pas, entre guillemets. Comment on fait pour se battre pour ça, pour la terre crue? Comment on se fait pour se battre pour dire si il faut pas une exigence de process, il faut une exigence de démontrer que ça tient effectivement. Donc il y a tout un tas d'alliances qui se constituent dans ces domaines-là qui sont très intéressantes et qui parfois transforme radicalement le métier d'architecte tel qu'on pourrait l'imaginer dans certaines écoles, mais parfois en fait renoue avec des choses qui existent depuis très longtemps. Et il y a des grands architectes qui se sont déjà posé ces questions-là en renouant notamment avec des matériaux dont on sait qu'ils nécessitent du soin. Peut-être un des gestes importants sur le retour de la matière, on en parlait, c'est que il y a eu une tendance à imaginer que le bon matériau, c'est celui dont on n'avait pas à s'occuper. Parce qu'il tient tout seul. C'est un peu l'histoire de l'autonomie de l'être humain qui tient tout seul. Voilà. Est-ce que les théories du soin ont montré, est-ce que les travaux sur la maintenance peuvent montrer, c'est que c'est toujours une fiction, ça, et que c'est un coup de force,
de l'ingénierie notamment en particulier, et que assumer que n'importe quel matériau nécessite que des gens s'en occupent d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, de manière plus ou moins coûteuse, mais l'assumer complètement, ça renverse un peu aussi ce rapport à ce qu'on peut en tant qu'architecte ou ingénieur ou constructeur mettre dans la matière. Et renouer avec des enjeux de la matière qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont des enjeux esthétiques au sens très noble du terme, mais qui sont aussi des enjeux de diplomatie, comme on dit, de tact matériel, de choses qui fait qu'on va devoir s'engager avec cette matière. Elle n'est pas juste là comme quelque chose sur lequel on peut compter sans plus jamais avoir à s'en occuper, qu'on peut simplement consommer, on pourrait dire. Puis c'est vrai qu'il y a un autre aspect que je trouve assez intéressant dans cette idée de la maintenance, c'est que finalement, il y a aussi des choses qu'on maintient mais qui ne sont absolument pas désirables. Et ce que je trouve aussi très intéressant, parce qu'on a cette vision aussi que la réhabilitation, c'est bien, pour faire simple. Et là, dans la maintenance, il y a aussi tout un tas d'objets techniques qu'on a construits, peut-être dont on ne sait pas trop quoi faire, qu'on ne peut pas démanteler, ou on est obligé de maintenir, ou qu'on maintient, mais qu'on aimerait bien démanteler. Alors, voilà, vraiment le point principal, mais il y a finalement assez peu de malentendus, mais il peut y avoir un malentendu sur l'idée que toute maintenance serait bonne. Et c'est comme cette idée qu'il ne faudrait plus jamais rien détruire, quoi, qui est un peu le risque quand même aussi du débat en ce moment en architecture sur OK, on ne détruit plus rien. Ah ben oui, mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est l'idée que ce serait universel et qu'il n'y a pas des situations. C'est situé. Et évidemment, il y a des choses qu'il faudrait... le point important, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faudrait plus maintenir, sans doute, notamment des infrastructures qu'il faudrait apprendre à démanteler, etc. Mais démanteler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus non plus s'occuper de ce qui reste quand on a démantelé. On a fabriqué des déchets. Quand on détruit, on fabrique des déchets. On sait qu'on peut recycler une partie, mais on sait que le recyclage, c'est quand même encore... Et ça restera, parce que le mythe de la circularité, c'est à peu près le même mythe que le progrès, quoi. Ça va pas bien, quoi. C'est tout droit. Même si c'est un cercle, ça marche pas. Non, il va falloir faire avec. Il va falloir être responsable. Il va falloir se débrouiller. On le sait bien sur le nucléaire. Cette question des déchets produits par les démantèlements, qui est un vrai sujet, c'est aussi une question, entre guillemets, de maintenance, si on a la version très large de ça. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on continue de faire avec ces choses-là dont on doit se sentir un peu responsable malgré tout, même si ce n'est pas forcément nos générations qui les ont mises en œuvre, mais responsable aussi vis-à-vis des générations futures. Et qu'est-ce qu'on fait de ces choses qui ne sont plus, qui sont du déchet, mais qui n'ont pas disparu de la planète, quoi. Et donc cette question du débat sur qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qui est désirable ou qu'est-ce qu'on ne maintient pas, qui est la question de qu'est-ce qui est déjà là, de quoi est-ce qu'on hérite, qu'est-ce qui existe aujourd'hui. C'est pas juste un choix binaire entre on fait durer pour toujours ou on s'en débarrasse. De toute façon, c'est là. Donc là, c'est cette question de responsabilité au sens très général du terme qui se pose, et que quand on attrape les activités des mainteneurs qui ont l'air très anodines, très routinières, très infraordinaires, en fait, on la redécouvre au ras du sol, et c'est un chouette... enfin, c'est très inspirant, on va dire, d'aller voir ce qu'ils ont et ce qu'elles ont à nous raconter. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé, donc je me tourne aussi quand même vers la salle pour savoir si vous avez des questions pour nos invités. Merci d'abord à vous cinq et à Daniel Andersch. Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, comme il y a un verre et un cocktail qui nous attendent à côté, c'est qu'on prenne peut-être les questions de manière plus informelle. Il est tard, et voilà, c'est peut-être une manière plus agréable de terminer la conversation. Merci encore à vous cinq, je pense qu'on peut les applaudir. Merci.